Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Un congé de naissance supplémentaire sera désormais possible à partir de janvier 2026. Alors en quoi consiste-t-il et quels sont les changements attendus? On en parle tout de suite avec Sarah Legrain, députée LFI, dans la première partie de notre émission. Parce que la bisexualité n'est pas une mode ou une lubie, l'autrice Camille Test a décidé de mettre les points sur les i quant à cette orientation sexuelle dans son ouvrage Embrasser la bisexualité. Elle sera avec nous en seconde partie. Tout de suite, on va faire le point sur l'actualité éducation du jour avec Shirley Adelaide. Shirley, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, ça y est, les réseaux sociaux sont interdits depuis aujourd'hui pour les moins de 16 ans en Australie. Et c'est le premier pays à le faire. TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, mais aussi YouTube. Les plateformes doivent se mettre d'équerre avec cette nouvelle loi en supprimant les comptes des mineurs et en empêchant toute nouvelle inscription. La facture est salée en cas de non-respect, 33 millions de dollars selon la loi voulue par le gouvernement australien pour réduire le cyberharcèlement, l'exposition au contenu dangereux, mais aussi la dégradation de la santé mentale des jeunes. Les jeunes qui ne sont pas ravis d'ailleurs de cette mesure, comme on pouvait s'y attendre, Ivy et Spencer ont 13 ans. Ils étaient au micro de France Culture ce matin. Ça va être compliqué de communiquer avec les copains, particulièrement pendant les grandes vacances, parce qu'on se parle sur Snapchat. Peut-être qu'ils auraient pu limiter l'accès à certains contenus, plutôt que de tout interdire. Faire en sorte qu'on ne puisse pas voir certaines choses. La mesure est par ailleurs jugée excessive pour de nombreux experts. Selon eux, les réseaux sociaux ont aussi des bénéfices. Catherine Page est professeure à l'université de Sydney. Elle est spécialiste des médias. Les études démontrent qu'une majorité substantielle de jeunes ayant des troubles de santé mentale cherchent de l'aide sur les réseaux sociaux. Il y a donc une vraie inquiétude pour ces jeunes qui n'auront plus accès à cette forme de soutien. Autre bémol, il est très facile de contourner cette restriction. Un tiers des Australiens possèdent déjà un VPN pour masquer son âge et sa localisation. Et plusieurs ados disent en avoir fait l'usage pour échapper à cette interdiction qui leur est faite d'utiliser les réseaux sociaux. En France, un débat est prévu sur le sujet le 19 janvier prochain à l'Assemblée nationale. Et en France, justement, ça pourrait être un grand changement, ce congé de naissance. Qui viendrait s'ajouter au congé de maternité et de paternité à partir du 1er janvier 2026. Il fait partie du projet de loi finances de la sécurité sociale, le PLFSS pour 2026, qui a été adopté, vous le savez Virginie, de justesse hier soir par l'Assemblée nationale avec 247 voix pour et 234 contre. Concrètement, chacun des deux parents pourra donc s'arrêter 1 ou 2 mois au choix, avec le premier mois rémunéré à 70% du salaire net et le deuxième mois à 60%. Tout cela à condition d'être salarié. Le congé pourra être pris simultanément ou séparément. L'objectif de cette mesure, on le rappelle, offrir un congé aux parents mieux rémunéré et plus équitable entre les mères et les pères. Toutefois, rien n'est joué. Le texte du PLFSS doit encore être approuvé par le Sénat, puis revenir à l'Assemblée nationale pour une ultime lecture en vue de son adoption définitive. Et on reçoit justement à ce sujet la députée Sarah Legrain qui a porté ce projet. Ce sera dans quelques minutes dans le Grand JT. Dans la suite de l'actualité, c'est une vidéo qui a fait scandale. On y voit Elliot, un petit garçon de 8 ans, recroquevillé, en train de se faire raser la tête en guise de sanction par une éducatrice de l'aide sociale à l'enfance. La scène a été filmée il y a plusieurs mois, en février dernier, dans un foyer de l'ASE du 13e arrondissement de Paris. Elle a été ensuite partagée sur la boucle WhatsApp des éducateurs de ce foyer qui se sont en grande partie moqués, mais une éducatrice qui témoignait hier sur France Inter s'est tout de suite rendu compte de la gravité des faits. Écoutez. Ce petit garçon, il ressemble comme s'il sortait d'une chimiothérapie. Il avait très honte et puis il était très triste. Et puis il demandait aussi est-ce que ses cheveux vont repousser. En tant qu'éducatrice, ça fait vraiment très très mal. L'affaire a été révélée hier. La mairie de Paris a dénoncé des manquements inacceptables et a saisi la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence volontaire sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité. En attendant, l'éducatrice mise en cause a été mise à pied.
Il était bien positif au protoxyde d'azote. Le jeune conducteur de cette voiture décédé la semaine dernière dans un accident à Alès dans le Gard. Ces 2 passagers y ont aussi perdu la vie. Du protoxyde d'azote en plus du cannabis et de l'alcool. Voilà ce qu'ont révélé les analyses et cela préoccupe car ce gaz hilarant, couramment utilisé en cuisine, est de plus en plus détourné par les jeunes et a pour effet la perte de contrôle. Sa consommation n'est pas interdite en France pour le moment, alors l'heure est à la prévention. L'association Addiction France a pris les choses en main pour former son personnel à intervenir auprès des jeunes. Ils et elles sont infirmiers, infirmières, psychologues ou éducateurs et pour eux cette formation est nécessaire, comme il le disait au micro de France Inter. Je ne les vois pas forcément consommer, ils font ça discrètement, mais on trouve pas mal de bonbonnes dans les rues, sur les quartiers sur lesquels on intervient. Moi, étant psychologue, j'ai été formée en addictologie, mais forcément, on ne parlait pas du protoxyde d'azote à l'époque. C'est les jeunes qui m'ont répondu sur ce que ça faisait. Il faut qu'on s'approprie le produit et savoir de quoi on parle. Moi, ce que j'attends aussi, c'est des pistes pour pouvoir accompagner les jeunes. Pendant ces formations, ce sont des conseils pratiques qui leur sont enseignés. Alice est formatrice chez Addiction France. Éviter la consommation de protoxyde d'azote quand on prend le volant. Toujours consommer le protoxyde d'azote par un ballon, ce qui permet de réchauffer le protoxyde d'azote et donc de limiter les risques de blessures. L'idée, c'est de se dire qu'il n'y aura pas plus de consommateurs, mais il y aura juste des consommateurs qui prennent moins de risques. À noter qu'à partir de ce vendredi, la consommation du protoxyde d'azote sera interdite dans le Jura suite à une décision du préfet. Un an après le passage du cyclone Chido à Mayotte, l'UNICEF dénonce la situation critique des droits de l'enfant dans cet archipel français où 40% des écoles avaient été endommagées ou détruites. Les enfants sont les premières victimes d'un cumul de crises sociales et climatiques, nous dit l'ONG dans un rapport publié aujourd'hui. Logements précaires, sans-abrisme, privation d'eau potable, mais aussi temps de trajets extrêmement longs pour se rendre à l'école et malnutrition. Ils et elles sont nombreux à souffrir de la faim, comme en témoigne cette professeure de lettres et d'histoire dans un lycée au micro de France Culture. On a des élèves qui arrivent en classe le matin qui ont faim. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois de leur acheter des sandwichs parce qu'ils me disent « Madame, j'ai faim » à 11h30. On sait qu'ils vont être là jusqu'à 15h, 17h, qu'ils ne vont pas manger. Donc vous voyez des élèves qui sont à l'intérieur de la cantine, donner leur pain à ceux qui ne peuvent pas manger. Donc c'est réel tout ce que je vous dis, hein. Ça se passe en France. On écoutait donc Karima. Et du côté de Bruno Desilles, secrétaire général de la CGT Éducation à Mayotte, il demande au gouvernement, je cite, un choc d'investissement pour enrayer cette spirale d'enfoncement vers le chaos. Et on termine ce journal avec un conseil de lecture, un livre jeunesse pour fêter Noël à l'envers. D'après une idée originale de Charlie Delwart et Charles Dutertre. Ils sont belges, Virginie, il faut m'aider sur les noms. Les auteurs et illustrateurs donc, qui ont joué la carte de l'absurde dans cette histoire en 25 séquences qui commence par la fin, hein, Noël à l'envers, c'est rechercher le sapin rabougri et abandonné sur le trottoir d'abord. Ensuite, on remballe les cadeaux, on rend la dinde, on referme les portes du calendrier de l'Avent, on rédige une longue lettre au Père Noël, etc., etc. Noël à l'envers, donc c'est très drôle. Et c'est publié chez Marcel et Joachim, un label de Gallimard Jeunesse. Merci beaucoup, Shirley. Le Sénat a adopté il y a une dizaine de jours le nouveau congé de naissance qui propose aux parents jusqu'à 2 mois supplémentaires à partir de janvier 2026. Alors, quelles en sont les modalités et pourquoi est-ce si important pour les familles aujourd'hui? On en parle tout de suite avec la députée Sarah Legrain. Du nouveau pour les futurs parents qui auront désormais le droit à un nouveau congé de naissance qui donne aux parents jusqu'à 2 mois supplémentaires à partir de début 2026. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Sarah Legrain. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée LFI et également vice-présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. Le Sénat a donc approuvé votre demande, puisque vous aviez demandé spécifiquement de faire passer cet amendement à partir du 1er janvier 2026, alors que c'était initialement prévu au 1er janvier 2027, et même avant encore, en juillet 2027. Qu'est-ce qui avait fait que c'était
Qu'est-ce qui avait fait que ça avait été envisagé si tard au départ? Alors, pour revenir un peu, que tout le monde comprenne, donc le congé de naissance, c'est quelque chose qui est annoncé par Macron depuis 2023. D'ailleurs, il l'avait un peu enrobé dans un discours sur le réarmement démographique qui avait quand même fait beaucoup réagir. C'est une mesure qui était attendue par les parents avec quand même beaucoup de versions différentes qui ont existé dans le paysage. Donc là, ça s'est stabilisé au moment de l'examen du budget de la sécurité sociale à l'automne. On a eu cette version-là, même si, je pourrais revenir, il n'y a pas tout dans le texte. Donc il y a des choses qui sont dites par le gouvernement, mais qui ne sont pas dans le texte. C'est un peu embêtant, notamment la rémunération. Quand vous avez dit on donne 2 mois aux parents, on ne les donne pas. C'est censé être 70% du salaire ou 60% du salaire pour le 2e mois. C'est quand même pas négligeable et c'est pas dans le texte. Donc ça, il y a déjà des flous et il y avait comme une petite ligne, comme une petite astérisque en bas du contrat, vous voyez, où il y avait en fait la date d'entrée en vigueur en juillet 2027. Et moi, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, c'est pas possible. Déjà que, par plein d'aspects, ce congé, il est décevant par rapport à ce que plein de parents pouvaient attendre. Il est, à mon avis, un peu à côté de la plaque en matière d'égalité. Mais en plus, juillet 2027, ça veut dire pour les gens potentiellement jamais. Quelle date? C'est la présidentielle juste avant. Exactement. En fait, c'est une façon de dire on le fait comme ça, on va pouvoir se vanter de l'avoir fait, mais aucun parent n'en bénéficiera avant juillet 2027. Et qui peut dire qu'est-ce qui va se passer en juillet 2027 avec cette arnaque? Électoraliste, c'était quoi? C'était une promesse en fait? En fait, c'était de faire comme si la promesse était tenue, sauf qu'elle ne l'était pas. Voilà. Et surtout, quand je vous dis que l'indemnité, elle est pas dans le texte, ça veut dire qu'elle passe par décret. Donc ça suppose un décret après juillet 2027, pris par on ne sait qui, pour que le congé ait réellement lieu. Donc moi, quand je me suis aperçue de ça, je me suis dit, déjà, on va faire la vérité des prix, je vais déposer un amendement janvier 2026 et on va voir ce qui se passe. Et en fait, là, c'est compliqué pour les gens, mais il y a tous ces allers-retours avec le Sénat. Ce qui s'est passé au Sénat, c'est qu'ils l'ont avancé, ils ont fait janvier 2027, donc on avait gagné 6 mois, mais c'était pas non plus satisfaisant, notamment pour tous les parents qui se sont mis à m'écrire en me disant mais moi ça me concerne maintenant, et surtout qui sont dans des conditions matérielles, ils disent mais moi en fait j'ai pas vraiment le choix parce que j'ai pas de mode de garde, j'anticipe le fait que le congé maternité et paternité vont être trop courts par rapport au moment où je peux laisser mon enfant, et je sais très bien que si je prends derrière un congé parental c'est 400 €, donc 400 € c'est une chute extrême de revenus et notamment pour les femmes. 400 € par mois, donc comme indemnisation. Comme indemnisation, c'était vraiment trop peu et évidemment pris par les femmes parce que ce sont elles qui ont les plus bas salaires et parce que ce sont elles qui sont incitées dans la société à s'occuper des enfants. Et donc on se retrouvait avec vraiment des facteurs d'inégalité très forts. Donc voilà, j'ai redéposé cet amendement qui a été réadopté par l'Assemblée nationale. Et là, bon, il peut y avoir encore un ultime suspense parce qu'il y a la question du budget final. Vous savez que c'est un budget dans lequel aussi il y a quand même un certain nombre de choses horribles et très contestables. Donc là, il est passé. Normalement, il devrait repasser la semaine prochaine. Et donc, le congé de naissance est inclus dedans. Et a priori, cette date de janvier 2026 devrait y rester. Donc, les parents devraient pouvoir en bénéficier. Et je serais au moins heureuse si j'ai pu juste contribuer à ça, malgré toutes les critiques que j'ai sur le budget dans son ensemble et sur ce congé de naissance, de me dire, au moins, on n'arnaque pas les gens jusqu'au bout en faisant semblant d'avoir mis quelque chose une petite avancée dans ce budget de malheur pour en fait finalement qu'elle n'ait jamais lieu. Alors je l'entends, mais juste pour tous ceux qui nous regardent et qui ne sont pas dans le système politique, et moi aussi d'ailleurs la première, j'aimerais comprendre, quand on donne une première date, juillet 2027, évidemment, vous déposez intelligemment l'amendement pour janvier 2026, mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup c'est accepté comme ça, pas en une seconde, mais avec 2-3 discussions, certes, mais pourquoi tout d'un coup on va avancer d'1 an et demi? Eh bien, ça s'appelle le débat parlementaire. C'est en fait soit on décide qu'on soumet rien au Parlement dans ce pays et que c'est le gouvernement qui décide de tout, ce qui est un peu ce qu'ils ont tendance à faire depuis des années, notamment en nous imposant des 49.3, mais pas seulement, parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent qu'au-delà du 49.3, il y a plein de façons d'imposer. Le fait, par exemple, de mettre beaucoup de choses par décret, vous avez mis quelques vœux pieux dans le budget, puis après, par décret, qu'est-ce que vous faites? Vous retirez encore, vous coupez encore des sous, vous changez encore des choses. Donc là, on a un débat parlementaire qui nous permettait, au moins, moi j'ai tenté cet amendement, je pourrais vous faire la liste de tous les amendements que j'ai tentés non recevables, parce qu'il y a des règles très strictes à l'Assemblée nationale, donc j'ai essayé, par exemple, d'allonger le congé paternité, ce qui me semblait majeur, j'ai essayé de toucher à l'indemnisation, mais c'était pas possible vu qu'elle n'était pas dans le texte, j'ai essayé de faire en sorte que ça puisse concerner des gens qui étaient déjà en congé paternité ou maternité, ça ne marchait pas, enfin bref, mais en tout cas, ce changement de date, il a été jugé recevable et il a été majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de députés qui se sont dit, oui, on ne va pas en fait arnaquer les gens. Alors évidemment, les macronistes n'étaient pas pour. Eux, ils avaient la consigne du gouvernement. On a le gouvernement qui nous a dit, vous comprenez, on peut surtout pas, on n'y arrivera pas, etc. Mais c'est passé. Donc j'espère bien qu'au final, dans la version finale, parce que le gouvernement peut toujours imposer des choses de dernière minute, j'espère qu'on respectera ce vote de l'Assemblée, qui est un des rares votes là qui est un peu favorable. Alors,
Pour donc le redire pour ceux qui nous rejoignent, ce congé donc est un nouveau congé, donc un congé supplémentaire, donc à celui qui s'ajoute au congé paternité et maternité que vous avez déjà existé, qui sont préexistants donc. Et est-ce que c'est avant tout un soutien aux familles ou est-ce que ça pourrait être pris, avec toutes les prises de parole d'Emmanuel Macron, comme un encouragement à la natalité? Eh bien, en tout cas, moi, je conteste le fait que cette mesure, qui est déjà maigrelette, soit insérée dans un discours nataliste dans le pays, qui n'est pas un discours forcément favorable aux droits des femmes et qui en plus s'insère dans un contexte où on a le chef des états-majors qui nous explique qu'il va falloir peut-être se préparer à voir nos enfants mourir sur le champ de bataille, enfin le terme de réarmement démographique. Tout le monde a compris que derrière il y a une façon de présenter l'objectif de natalité comme un objectif de puissance pour le pays dans un contexte guerrier qui, à mon avis, est de nature à pas du tout donner aux gens envie d'avoir des enfants. Donc moi je conteste ce cadre. Il faut distinguer peut-être quand même la prise de parole de l'état-major avec la prise de parole d'Emmanuel Macron. En tout cas sur la natalité, c'est certain, peut-être en rapport avec la guerre forcément. Tout le monde entend bien, vous savez, là cet après-midi à l'Assemblée nationale, il y avait un débat sur les questions des dépenses militaires. Tout le monde voit bien ce contexte. Et d'ailleurs, les études sur les questions de désir d'enfant, elles pointent le fait que l'inquiétude sur l'avenir, que la situation de la planète, que ce soit sur un plan écologique, sur un plan géopolitique, elle joue dans les désirs des parents. Donc moi, je trouve que enrober ça dans un discours comme ça n'est pas... et en plus, non seulement contre-productif, mais en plus, ce n'est pas ce que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on dise aux femmes, votre droit à disposer de votre corps, il doit être garanti partout, et c'est un droit à ne pas avoir d'enfants si on ne souhaite pas en avoir, mais aussi à pouvoir avoir le nombre d'enfants qu'on souhaite avoir. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, même si globalement le désir d'enfant baisse dans le pays, eh bien, il y a quand même un écart entre le désir d'enfant, entre la famille idéale qu'on se projette et celle qu'on a finalement. Et cet écart, il est lié à plein de choses et à l'idée notamment que les conditions matérielles ne sont pas bien remplies pour accueillir correctement un enfant. Le manque de modes de garde, des logements qui sont des logements très chers et trop exigus pour accueillir les enfants, notamment dans les grandes villes, une précarité matérielle. Et au milieu de tout ça, il y a aussi la question de l'égalité, c'est-à-dire qu'on constate que plus ça va, plus les femmes disent en même temps, si quand on fait des enfants, c'est nous qui en payons essentiellement le coût et qu'il n'y a pas un partage entre femmes et hommes et un partage globalement par la société, si nous devons en payer le coût économique, le coût professionnel, le coût en termes de charge mentale et même de santé, eh bien peut-être qu'on doit renoncer à avoir le nombre d'enfants qu'on veut. Donc c'est tous ces facteurs-là. Et je pense que le congé, au moins répond un petit peu à l'inquiétude qu'il y a sur la capacité qu'on a dans les premiers mois à accueillir suffisamment bien son enfant. Néanmoins, je pense qu'il a des effets pervers en matière d'égalité. Et c'est peut-être ce dont on en parle justement, l'égalité, permettre aux pères aussi de s'investir davantage, peut-être effectivement baisser la charge mentale aussi sur la mère. C'est aussi déconstruire ce lien souvent unique entre la mère et l'enfant. Oui. Eh bien, en fait, aujourd'hui, l'état actuel des congés, et malheureusement le congé de naissance n'y changera rien tant qu'on ne touche pas au congé du paternité ou au congé du coparent, l'état actuel des congés dit quelque chose. Dit, eh bien finalement, quand vous accouchez, vous avez un congé dont chaque femme qui a accouché sait qu'elle n'est pas un congé pour se reposer, mais qui est un congé pour s'occuper et accueillir l'enfant qui vient de naître. À un moment où on est déjà soi-même fragilisé par l'accouchement, fragilisé par les bouleversements liés à la maternité, et on a d'ailleurs des alertes dans le pays. Je ne veux pas dramatiser, mais quand vous savez que la première cause de mortalité dans l'année qui suit la naissance d'un enfant pour la mère, c'est pas l'hémorragie, c'est pas les troubles cardiovasculaires, c'est le suicide, c'est bien qu'il y a une détresse à ce moment-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la première des choses qu'on devrait faire, et c'est ce que j'ai porté moi à l'Assemblée nationale, et je regrette que le gouvernement ne l'ait pas entendu, c'est allonger la durée du congé paternité, du congé du coparent, parce que aujourd'hui, ces congés-là, ils induisent d'emblée que la mère va se retrouver très vite seule avec l'enfant, à accueillir l'enfant, puisque en fait, donc avec des risques justement de dépression postpartum. Des risques pour elle de dépression postpartum. Oui. Et avec qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça installe dans le couple et c'est naturel. Et même dans les couples où il y a un désir d'égalité et il y a un désir de partage égalitaire des tâches, évidemment que si vous avez été seul avec l'enfant à apprendre toutes les tâches parentales pendant les 4 mois de votre congé maternité, alors que votre conjoint au maximum a pris 1 mois, et je dis au maximum parce que la part obligatoire elle est toute petite, elle est à peu près 1 semaine. Donc en réalité, c'est encore c'est pas suffisamment admis dans le monde du travail que les hommes s'arrêtent même 1 mois. Et en réalité, je pense que si on disait dans la société les 2 parents, d'ailleurs quel que soit le modèle familial, mais quand il y a 2 parents, les 2 parents ont accès à un congé égal pour s'occuper de l'enfant, parce que c'est un congé qui est dû à l'enfant et qui n'est pas un repos pour la mère qui vient d'accoucher. Tout le monde sait que ça n'a Là, en l'occurrence, c'est égal, ce nouveau congé. Oui, mais regardez ce que c'est.
ce n'est pas un congé paternité ou maternité, précisément parce que, il n'est pas obligatoire pour l'employeur, c'est-à-dire qu'il n'est pas automatique, et surtout, il n'est pas à 100%. Or, dans le pays, on a des très fortes inégalités de salaire entre les femmes et les hommes qui demeurent, et qui demeurent pas seulement parce que les employeurs seraient méchants et sexistes, parce que ça, c'est un peu une vision qui pourrait être donnée. Il y a des inégalités à poste égal, mais la plupart du temps, les inégalités, elles sont liées au type de poste que les femmes occupent, et elles les occupent notamment parce qu'elles sont femmes. Donc c'est des postes qui sont considérés comme dévolus aux femmes, l'éducation des enfants, le soin à la personne, l'entretien ménager, ces métiers féminisés qui sont très mal payés dans le pays. Et puis surtout, vous avez la question du temps de travail. Quand vous avez des enfants, c'est mécanique, toutes les études le montrent, quand vous êtes une mère, vous diminuez votre temps de travail. Et en fait, vous avez cette double journée, c'est-à-dire qu'en général, vous continuez quand même à travailler, mais vous avez aussi ce travail parental que vous assumez à 65%. Dans les couples aujourd'hui, 65% des tâches parentales sont faites par les mères. Et donc, cette double journée fait que ça va avoir un coût, évidemment, sur votre fatigue, votre santé mentale, mais aussi sur, économiquement, vos revenus et puis votre avancée de carrière. Donc, c'est déjà l'état des choses. Donc, si vous faites 70% du salaire, qu'est-ce qui va se passer ? Mécaniquement, on va se dire, c'est le salaire le plus bas. Il vaut mieux que ce soit sur le salaire le plus bas. Voilà. Donc, ça va être la femme qui va le prendre, ce qui est déjà le cas actuellement avec le congé parental. Et 60% pour le second mois. Et le second mois, 60%. Voilà. Et je vous dis, tout ça, c'est par décret. Donc, en plus, on n'est pas à l'abri qu'on nous rabote ça. Voilà. Surtout qu'en fait, la problématique de ce que vous expliquez, c'est qu'en fait, comment convaincre les pères qui gagnent toujours davantage que les mères? Le père va dire forcément à la mère, en l'occurrence, donc l'homme à la femme, j'ai plutôt intérêt, moi, à continuer de travailler. Oui, et peut-être même le couple. Peut-être même que la mère, elle va dire, écoute, tu gagnes plus, donc nous, personne ne souhaite avoir des baisses de revenus pour son couple au moment où on accueille un enfant. Donc, la réalité, c'est que ça doit être un droit accordé. Et c'est pour ça que moi, je me bats pour un congé paternité ou du deuxième parent qui soit égal au congé maternité, non pas par égalité de droit entre les parents, comme s'il y avait un privilège des femmes avec ce congé maternité, mais justement pour assumer le fait qu'on octroie ce temps au père. Aujourd'hui, on demande aux mères de prendre du temps pour leurs enfants, parfois plus que ce qu'elles ne voudraient, parce qu'elles vont aussi vouloir avoir une vie professionnelle à côté. Mais on demande aussi aux pères de passer l'essentiel de leur temps dans le travail, et on ne les incite pas et on ne leur donne pas les moyens de s'arrêter. Et je peux vous dire qu'évidemment, quand vous avez vis-à-vis de votre employeur des moyens de négociation, que vous êtes plutôt bien positionné dans la hiérarchie de votre entreprise, c'est plus facile de dire moi je prends mon congé paternité en entier, qui je le rappelle n'est que d'1 mois, mais quand vous êtes en CDD, dans une boîte où il y a un peu de pression, avec un poste qui est un peu en danger, eh bien évidemment que vous n'allez pas aller voir votre employeur en disant j'ai le droit à 1 mois, je prends mon mois. Vous prenez juste ce qui est obligatoire. Moi, je suis pour qu'on augmente cette part obligatoire, parce que c'est une part obligatoire pour les employeurs, pour laisser ce temps au père. Et je pense que c'est comme ça qu'on change les mentalités. Parce que la problématique, effectivement, dont vous parlez, de ce congé, enfin la problématique ou pas, mais enfin en tout cas, ça concerne uniquement pour les salariés. Parce que vous parliez effectivement des CDD, mais il y a tous aussi les personnes qui sont entrepreneurs, indépendants, normalement, du spectacle. Oui, j'ai eu énormément de questions là-dessus. Du coup, je le dis ici, mais je ne peux pas m'engager à la place du gouvernement. Vous aurez compris que j'ai assez peu confiance en lui. Mais normalement, dans le texte, il y a marqué que ça concerne les professions libérales et les indépendants aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai pu constater dans une mission que j'ai menée sur les politiques d'accompagnement à la parentalité, c'est que souvent, et je le dis du coup à celles et ceux qui peuvent nous écouter, souvent les indépendants, les professions libérales méconnaissent déjà des droits qu'ils ont en matière de congé paternité et maternité qui peuvent être quand même un peu moins avantageux pour les salariés, mais qui existent. Et souvent, en fait, le système n'est pas fait pour suffisamment leur dire qu'ils y ont droit. Donc normalement, ce congé de naissance est censé donner ce droit-là. Mais là où je vous rejoins, c'est aussi qu'il va y avoir des questions d'inégalité entre les familles. Je vous ai parlé entre femmes et hommes, mais toutes les familles ne pourront pas se permettre cette baisse de salaire. Quand vous avez déjà des moyens très précaires et que votre loyer est déjà 50% de ce que vous touchez, eh bien, vous vous dites, tant pis, je ne peux pas prendre ce congé. D'autant plus qu'effectivement, j'entends votre appel vis-à-vis des pères, mais ce nouveau congé de naissance est un congé donc à la fois pour la mère ou le père, en tout cas, ou le coparent. Est-ce que, à l'inverse, on ne pourrait pas imaginer justement que, on renforce le schéma traditionnel de la femme qui va être davantage chez elle, donc davantage finalement exposée
exclu ou en tout cas à distance de son travail, de sa vie professionnelle et qui va s'isoler. C'est un des risques. C'est qu'aujourd'hui, on a un congé maternité de 4 mois. Il y a beaucoup de femmes, et je les comprends, qui disent nous, on trouve ça trop court, il y a des pays où c'est plus long, etc. Mais pendant ces 4 mois-là, elles touchent normalement la même chose que leur salaire. Bon, donc elles ne sont pas censées trop perdre de revenus, mais c'est déjà quelque chose qui les éloigne du monde professionnel. Et surtout, c'est ça qui fait d'elles le parent principal qui ensuite, quand les enfants vont être malades, va s'arrêter, parce que 85% des rendez-vous Doctolib pour les enfants sont pris par les mères. Quand il va falloir sortir plus tôt pour aller chercher à l'école, c'est elles qui vont le faire. Donc en fait, ça crée cette dynamique-là. Moi, ma crainte, c'est qu'avec le congé de naissance, dont je redis que je comprends qu'il soulage plein de parents parce qu'ils sont en galère pour trouver des modes de garde, parce qu'ils veulent passer plus de temps avec l'enfant, si c'est les mères qui le prennent, ce congé de naissance, si les pères le prennent peu parce qu'il n'est pas automatique, pas obligatoire et moins bien rémunéré qu'un congé paternité, le risque, c'est que les femmes, finalement, aillent jusqu'à 6 mois hors du travail, en ayant une perte, là, vraiment de salaire, une perte de revenus, pendant qu'un père pourrait prendre 1 mois, lui, de congé paternité, et ça pourrait accroître ces inégalités et accroître aussi le décalage qu'il y a entre un parent qui sait faire, qui a appris, qui a passé beaucoup de temps avec son enfant dès la naissance, et un autre parent qui a dû retourner au travail très tôt. En Suède, ça existe déjà, je crois, ce modèle-là. Ça fonctionne ou pas? Alors en Suède, justement, quand vous regardez ce qui se passe en Suède et dans les pays, vous avez la Norvège qui est assez proche aussi, vous avez plusieurs mois qui sont alloués à la mère, plusieurs mois alloués au père, y compris à un moment où la mère a repris le travail. Donc vous avez des mois qui sont aussi des moments où le père est autonome avec l'enfant, ou le deuxième parent autonome avec l'enfant, ce qui est très important pour rééquilibrer cette idée de parent principal et parent auxiliaire. Et vous avez un congé entre les deux, vous avez 4 mois, où là, ça peut se répartir entre les parents, et donc éventuellement, effectivement, parfois c'est les mères qui prennent les 4 mois, et parfois dans des couples très égalitaires, ça va être 2 mois pour la mère, 2 mois pour le père. Mais vous avez un congé, du coup, paternité, si vous avez celui qui n'a rien à voir avec celui qu'on a. Et moi, ma crainte, c'est que dans notre pays, là, on est très en retard sur le congé paternité. Alors, en Espagne, ma question, elle est simple, Sarah Legrain, pardon. Merci d'avoir évidemment fait avancer ce nouveau droit. Mais pourquoi ne pas avoir insisté sur le congé paternité davantage? Moi, je l'ai fait non-stop. D'accord, mais alors qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas réussi et pourtant vous avez réussi sur celui-ci? Moi, j'ai fait une mission parlementaire, notamment en plus avec une députée MoDem. Les missions, c'est toujours transpartisan. J'ai réussi à convaincre cette députée MoDem que le levier, c'était le congé paternité. Nous avons rendu un avis, nous l'avons présenté au gouvernement, aux différents ministres. Nous avons dit il faut un congé paternité égal au congé maternité. Nous avons fait un voyage en Espagne pour montrer ce qu'ils avaient pu faire en Espagne. Donc moi, c'est le combat que j'ai mené. À chacune de mes interventions à l'Assemblée nationale, je l'ai dit en disant, si vous ne touchez pas d'abord au congé paternité, c'est compliqué d'allonger les congés. Et moi, je serais pour d'abord on égalise les 2 congés, paternité, maternité, et ensuite qu'on les rallonge chacun, ce qu'ils sont en train de faire maintenant en Espagne. Donc je me suis battue pour ça, et c'est ce que je fais, et c'est ça aussi le rôle d'un député d'opposition. Moi, le jour où la France Insoumise arrive au pouvoir, je sais ce que nous proposerons. Ce congé paternité égal. Je l'entends, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est les députés ont dit oui, les sénateurs ont dit non? Ou est-ce que c'est les hommes majoritairement ont dit oui, là, globalement, c'est surtout que... Mais ça coûte beaucoup trop cher, parce que en fait, si c'est un droit que vous donnez aux hommes, ils le prendront, ils l'auront. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'un congé, on vous vend ce congé-là, mais c'est un congé où vous avez 70% de votre rémunération seulement, et où il compte sur le fait que tout le monde ne le prendra pas, et que les pères, c'est pas vrai s'ils avaient fait correctement leur calcul. D'ailleurs, quand on regarde ce qu'ils mesurent, ce que ça coûte, ils savent très bien que tous les pères ne le prendront pas. Donc c'est toujours la même chose. Ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord avec le fait aussi d'obliger les employeurs à cette égalité. Or, moi, je trouve que c'est important, y compris en termes de discrimination à l'embauche. Quand vous êtes un employeur, quand vous avez en face de vous un homme ou une femme en âge d'avoir des enfants, vous ne faites aucune différence parce que vous savez que l'un comme l'autre va devoir avoir aussi du temps pour s'occuper de son enfant, l'accueillir, mais aussi aller le chercher à l'école, eh bien ça change drastiquement les mentalités. Tant qu'on ne touche pas à ça, à mon avis, les autres mesures qu'on fait présentent quand même ce risque d'accroître les inégalités. Donc moi, je l'ai dit aux femmes, y compris qui se battent pour ce congé de naissance, j'ai dit attention, moi j'ai ces inquiétudes sur les inégalités. Maintenant, j'entends le besoin et j'entends surtout que le gouvernement veut vous arnaquer. Et c'est pour ça qu'au moins, je me suis félicitée d'avoir réussi d'obtenir ce changement de date, mais qui reste mineur par rapport à ce que je souhaiterais pour les parents dans le pays. 70% le premier mois, 60% le deuxième mois. Comment est-ce que c'est financé? C'est Sécurité sociale et l'employeur, les deux qui s'y mettent? Alors, vous faites bien de parler du financement. C'est la sécurité sociale, donc c'est avec les cotisations. Donc les cotisations, vous le savez, c'est à la fois celles évidemment des salariés et des employeurs.
Mais vous faites bien de souligner, parce que ça aussi, c'était une des arnaques qu'il y avait. Alors, ça a un peu bougé au Sénat, là. Il faudrait que je regarde où est-ce qu'on en est vraiment à la toute dernière version et qu'on voit que ça ne rebouge pas. Mais une des arnaques, c'était que pour financer ça, il décidait de toucher aux allocations familiales, et notamment pour le deuxième enfant. Vous savez, votre deuxième enfant, à partir de 14 ans, elle était rehaussée, votre allocation familiale. Et là, il le déplaçait à 18 ans. Ce qui était un manque à gagner pour de nombreuses familles. Et je m'étais aussi battue, mais là, le Sénat après a fait bouger les choses, mais je me suis battue sur ce sujet-là, parce que j'ai dit, là, vous êtes en train de donner aux jeunes parents un droit, en soustrayant aux parents qui ont déjà des enfants de plus de 14 ans. Et je ne suis pas d'accord avec cette logique-là. Et encore une fois, c'est une question de modèle. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, ils font des exonérations de cotisations sociales pour des grandes entreprises de plus de 250 salariés, pour les hauts salaires des cadres dirigeants des entreprises. Ça, c'est les choses qu'il y a dans le budget de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'ils creusent des trous et après, ils expliquent que c'est les parents entre eux. Ils vont déshabiller certains parents pour habiller d'autres parents. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette logique-là. Vous n'êtes pas d'accord, mais ça veut dire quoi, Sarah Legrain, puisqu'on va rentrer dans une minute. Ça veut dire quoi? C'est que pour l'instant, on est dans ce flou réel sur l'allocation pour le deuxième enfant. Voilà, sur le deuxième enfant. Alors, normalement, ça avait été retiré par le Sénat. Il faut que je vérifie où on en est en termes de version. C'est-à-dire que si le Sénat, là, vous savez que le Sénat doit encore faire une dernière lecture. Moi, je pense qu'ils vont de toute façon rejeter le texte et que du coup, il n'y aura pas de modification. Mais il faut que je veille à ce qu'il n'y ait pas une modification dans l'autre sens d'ici le retour à l'Assemblée nationale. Normalement, en termes de financement, de ce côté-là, il y avait eu une évolution. Encore une fois, là, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû juste vérifier dans les derniers amendements déposés. On n'a pas tous les éléments. Je pense que les gens mesurent à quel point le budget, là, ça a été de rebondissement en rebondissement. En tout cas, je vous tiens au courant et je les appelle à la vigilance, parce que cette façon de faire, tout en creusant des trous dans la Sécu à côté, moi je suis plutôt pour que on arrête d'exonérer d'impôts des grandes entreprises et des grands patrons, d'exonérer de cotisations, et que ça nous permette du coup d'avoir une politique ambitieuse pour tous les parents du pays sans avoir à les mettre en concurrence les uns avec les autres. Bon, on se tient au courant, Sarah Legrain. Merci beaucoup d'être venue sur le Grand JT, députée LFI et vice-présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Camille Test. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Camille. Vous êtes journaliste et également autrice de ce magnifique, essai, roman, tout, on peut tout dire, biographie aussi. Embrasser la bisexualité par les éditions Les Renversantes. Alors, vous l'avez compris, on va parler de bisexualité aujourd'hui. D'embrasser aussi une façon de connaître, de s'apprivoiser aussi peut-être ce monde que peu connaissent ou qui est fait de plein de non-dits, plein aussi d'imaginaires, de mauvaises informations. La bisexualité, en tout cas, et vous le dites vous-même, est encore vue aujourd'hui comme une sexualité floue, pas assumée. Comment vous l'expliquez ? Vous avez raison, c'est vu comme une sexualité floue parce que contrairement à la catégorie hétéro et homo, qui sont deux catégories qui se sont imposées tout au long du XXe siècle, le fait d'être bi, c'est-à-dire le fait d'être attiré par plus d'un genre, c'est une inclination amoureuse et sexuelle qui a été complètement invisibilisée. Et ça, on peut vraiment le fixer dans un contexte très occidental où, alors qu'au XIXe siècle émerge la notion d'homosexualité et d'hétérosexualité, on va se mettre à penser dans un mode très très binaire, comme s'il n'était pas possible en fait d'être attiré par deux genres, comme si au fond il fallait choisir un camp. On peut par exemple citer Freud, qu'on retrouve dans tout un tas de problèmes historiques. Sur la sexualité, toujours. Il est là. Et qui, lui, en fait, va très tôt, au XXe siècle, décrire la bisexualité comme un état immature, infantile, voué à disparaître. Et donc, peu à peu, dans notre lecture des orientations sexuelles, on va croire que, à force, on est censé, en quelque sorte, aller dans un sens, l'hétérosexualité, si possible, dans un monde qui est quand même homophobe et qui l'est encore, évidemment, et peut-être l'homosexualité, mais finalement, être les deux en même temps, ça serait pas possible. Oui, un monde immature, pas réfléchi, un entre-deux, comme on dit souvent d'ailleurs pour les ados, mais non, mais ils savent pas, ils se cherchent. C'est ça, mais alors ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les chiffres, les gens qui pensent que la bisexualité n'existe pas sont encore très très nombreux. Pour les hétéros, par exemple, c'est quasiment un tiers des gens. Et quand les gens pensent que la bisexualité existe, ils l'associent à un certain nombre de stéréotypes
pour le coup très très négatif. Donc ça va vraiment de l'instabilité à la psychopathie, en passant par un peu toutes les couleurs de la duplicité. Donc le fait d'être pervers, le fait d'être manipulateur, d'être un menteur. Et c'est facile à expliquer parce qu'en fait, si on n'imagine pas que la bisexualité est une vraie catégorie, alors forcément les gens qui s'en réclament sont des menteurs, des menteuses. Et si bien qu'on se rend compte que même les bisexuels eux-mêmes, elles-mêmes, et moi je peux en témoigner par ma propre expérience, il m'arrive encore aujourd'hui de me dire mais est-ce que finalement je suis pas en train de me mentir? Est-ce que je suis pas lesbienne? Est-ce que je suis pas hétéro? Voilà. Et les conséquences notamment sur la santé mentale et l'image de soi, elles sont assez délétères. La question, en fait, toujours se pose, et c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pas d'histoire assumée réellement, sauf pour ceux qui sont effectivement à l'aise avec ça, mais en fait, c'est un phénomène de société. Et vous l'avez donc vous-même vécu. Une amie vous demande un jour si vous êtes lesbienne, et vous répondez que non. Non. Oui. En 2010, vous dites, dans le milieu conservateur ni-moi que j'ai intégré, eh bien, l'homophobie est partout. C'était plus simple, finalement, de dire que vous étiez hétéro ? Évidemment, parce qu'on est dans un monde qui reste homophobe, et moi je parle des années 2010, dans ce que vous racontez. Donc, effectivement, dans le sud de la France, à Nîmes, mon expérience, c'était plutôt l'expérience d'un cadre homophobe, donc c'était plus facile de se dire hétéro. Et à la fois, en même temps, c'était pas le cas. J'étais déjà bisexuelle, j'étais déjà attirée par des femmes notamment, et le fait d'avoir aussi très très peu de représentation, par exemple au cinéma, dans les livres, dans les Disney. Je raconte qu'on y a évidemment, on voyait pas de personnes bisexuelles ou homosexuelles dans les Disney. Et ça a fait que je me suis construite en me disant en fait tu n'existes pas. Oui, c'est ça. Vous racontez une société qui a totalement occulté la bisexualité presque volontairement. Et donc, finalement, lorsque l'on se ressent ou lorsqu'on est bisexuel, forcément, on se pose des questions. On ne l'assume pas complètement. Oui, et c'est très intéressant de se pencher sur l'expérience des jeunes bisexuels. Aujourd'hui, ils sont seulement 4% des jeunes seulement connaissent une personne bisexuelle à l'école, par exemple, puisqu'on est sur une chaîne d'éducation, alors que ils sont 27% les élèves à connaître un enseignant, par exemple, gay, 22% à connaître une enseignante lesbienne. Et donc, évidemment que les personnes homosexuelles ne sont pas non plus très bien représentées, mais pour les personnes bisexuelles, c'est pire. Et j'insiste, c'est important d'être représenté parce que c'est aussi comme ça qu'on se sent normal, qu'on se construit en se disant j'existe, et que évidemment plus vous voyez de gens qui s'écartent de la norme, plus vous finissez par les comprendre, les connaître et vous départir en quelque sorte des préjugés, des stéréotypes que vous pourriez avoir à leur encontre. Donc c'est très très important d'avoir des représentations. Oui, et puis vous parlez d'un monde qui n'existerait pas, alors qu'effectivement les chiffres sont toujours parlants, vous venez d'en citer, mais 15% des femmes et 4% des hommes de 18 à 29 ans s'identifient bisexuels. Et encore, on parle des 18-29, hein. Donc c'est beaucoup plus large. C'est ça qui est fou, et c'est l'une des raisons qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est de me dire qu'en fait 10% des jeunes aujourd'hui se disent bisexuels, c'est un jeune sur 10, en sachant que 83% des gens dans le monde sont dans le placard, donc se disent hétéros sans l'être. En fait, on imagine que la part des personnes bisexuelles et des jeunes notamment est encore plus importante. Et donc on parle vraiment d'une population qui est nombreuse, plus nombreuse que ce qu'on pourrait penser, et qui est confrontée à des réalités particulières, par exemple des enjeux de santé mentale, dépression, addiction, anxiété, automutilation, qui sont plus importantes, sans surprise, que les personnes hétérosexuelles, mais aussi pour beaucoup d'indicateurs que les personnes gays et lesbiennes. Donc cette invisibilisation dont on parle depuis tout à l'heure, dans les chiffres, elle se traduit par des difficultés que moi je cherche à adresser dans ce livre, parce que c'est un problème de santé publique finalement. Oui, puis c'est le mot qu'on nomme pas. La bisexualité, finalement, c'est un terme que vous ne connaissiez pas. Vous dites vous-même, pendant longtemps, je n'ai pas nommé ma bisexualité. D'ailleurs, personne n'en parlait, effectivement, et vous l'avez dit aussi, aucun très grand comédien, effectivement, s'est revendiqué bisexuel. Donc dans les films, dans la culture de manière générale, peut-être dans la littérature un peu plus. Mais d'antan, c'est un terme un peu vieillot, mais c'est ce que ça veut dire. En revanche, vous parlez effectivement d'un de vos amis aussi, une discussion que vous avez avec un de vos amis, qui vous dit « vous êtes hétéro-curieuse ». Donc c'est vraiment une façon de ne pas vouloir nommer cette bisexualité. Comme si elle effraie, quoi. On m'en parle beaucoup de cette phrase. Alors effectivement, et pour le coup, cet ami, on peut préciser qu'il est gay. Et c'est souvent, je crois, la manifestation, c'est un exemple de à quel point, quand on est bi, quand on est attiré par plus d'un genre, vis-à-vis, on va dire, des milieux queer, c'est pas si simple. Et ça, c'est aussi quelque chose que je cherche à traiter dans ce livre. Évidemment que
tout le monde a des préjugés sur les bisexuels, mais dans les milieux queer, il peut y avoir quelques difficultés parce qu'effectivement, on est vu comme un peu des hétéros qui seraient finalement une espèce d'hétérosexualité un peu épicée. Ça vient souvent avec un préjugé qui, je crois, est assez spécifique au monde queer, qui est qu'au finalement, on serait très privilégiés, qu'on ne serait pas des vrais queer au sens où on ne vivrait pas le même stigmate, les mêmes violences, ce qui, dans les faits, est totalement faux, y compris les personnes bisexuelles en relation hétérosexuelle qui, par exemple, ne vivront pas, effectivement, je sais pas, vous êtes dans la rue avec un partenaire de même genre et vous risquez de subir des violences homophobes, mais par contre, si moi, en tant que femme bisexuelle, je suis en couple avec un homme hétérosexuel, peut-être que cet homme est homophobe, peut-être qu'il va avoir des préjugés à l'encontre de moi en tant que bisexuelle, notamment le préjugé d'hypersexualisation, qui consiste à dire que finalement les bi bouffent un peu à tous les râteliers, ont un peu le feu au cul, pardonnez-moi l'expression, et ça peut se traduire très concrètement par des violences. Le feu au cul, et puis vraiment volage, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même 28% des hétéros qui pensent ça. C'est ça, et cette jalousie, en fait, elle peut devenir des violences psychologiques. Moi, j'ai reçu évidemment plein de témoignages pour ce livre de bisexuels qui me disent, une femme qui me dit, moi, mon mec, il voulait pas que je sorte, ou alors il contrôlait mes sorties parce qu'il se disait, t'es bisexuel, donc t'es volage, donc tu vas me tromper. Cette jalousie-là, elle peut devenir de la violence. D'ailleurs, dans un procès de violence conjugale très connu, Johnny Depp et Amber Heard, le fait que Amber Heard est une femme bisexuelle, ça a beaucoup alimenté cette idée qu'elle serait donc hypersexuelle, donc finalement ça justifierait les potentielles violences que Johnny Depp aurait subies, mais aussi qu'elle était instable. Comme je le dis dans le livre, avec de très gros guillemets, si votre femme est folle, peut-être que lui infliger des violences, c'était une obligation. On va peut-être prendre cette occasion pour définir finalement, s'il faut, ce qu'est la bisexualité. Parce qu'on dit ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est quoi réellement ? Aujourd'hui, quand on parle de personnes bisexuelles, on parle de gens qui sont attirés par plus d'un genre. Or, on est dans un système qu'on va appeler mononormatif qui considère que c'est normal d'être attiré par un seul genre. Donc moi, ça veut dire que je suis attirée par les hommes et par les femmes. Mais après, on a eu cette conversation ces 20, 30, 40 dernières années sur le fait que finalement le genre ne serait pas binaire. Il y a des gens qui ne se retrouvent ni dans le masculin ni dans le féminin. On va parler des personnes non binaires. Donc être bisexuel, c'est aussi potentiellement être attiré par tout ce spectre. On ne parle pas d'orientation transitoire. Ça, c'est un terme que j'ai aussi retenu dans votre livre. C'est toujours cette idée qu'il y a une sorte de tunnel, comme un chemin qu'on emprunte. La bisexualité serait un chemin, en fait, uniquement. Pas une finalité. C'est ça, pour la plupart des gens, alors ok, on est bisexuel, mais c'est avant de choisir un camp. Et d'ailleurs, quand on le voit dans les études, beaucoup de gens, je pense notamment à une étude de 2015, un rapport qui a été fait sur les bisexualités, où une femme dit être adulte, c'est choisir. En gros, les bisexuels, maintenant que vous êtes adulte, il va falloir choisir un camp, quoi. On le retrouve aussi évidemment dans les milieux queer, ou parce que par exemple des personnes gays et lesbiennes ont elles-mêmes transité un temps peut-être par la bisexualité pour finalement aller vers plutôt de l'homosexualité, finalement vont peut-être projeter que c'est le cas de tout le monde. Bon, dans les faits, les études ont montré que les gens qui sont bisexuels, en général, le restent. Et d'ailleurs, si finalement ils changent d'avis, c'est vraiment pas grave. On a le droit aussi de changer d'identité sexuelle. Le coming out aussi, c'est un moment forcément difficile pour tout le monde, peu importe son orientation sexuelle. Mais en l'occurrence, quand on est bi, comment la gérer au mieux, si je puis dire, si vous aviez une baguette magique ? Ça me fait vraiment plaisir que vous posiez la question parce que je pense qu'il y a quelque chose effectivement d'un peu particulier dans le coming out bisexuel, notamment parce qu'en fait vous passez votre temps à le refaire. Je vous donne un exemple. Vous datez quelqu'un. Voilà, vous rencontrez quelqu'un sur une appli de rencontre, par exemple, vous datez la personne. Si moi, dans mon cas, je rencontre une femme, elle ne sait pas que je suis bisexuelle, elle va peut-être se dire que je suis lesbienne. D'ailleurs, elle va souvent projeter que je suis lesbienne. Je rencontre un homme, il va se dire que je suis hétéro. Alors que bon, si j'étais lesbienne ou hétéro, j'aurais pas besoin finalement de refaire ce coming out à chaque fois. Or, refaire ce coming out, ça vient avec des peurs. Est-ce que elle va me répondre, oh moi je date pas de femmes bi parce que je sais pas, c'est des hétéros déguisés, ou alors est-ce que lui il va me répondre, ah moi je veux pas sortir avec des femmes bi parce que elles ont le feu au cul. Oui, donc c'est une justification plus effectivement faire face à des critiques éventuelles, à encore une stigmatisation. Alors que personne ne la vit sinon par ailleurs lorsqu'on est hétéronormé ou homosexuel normé, si je puis dire. C'est ça, c'est-à-dire que c'est effectivement prendre le risque à chaque fois d'être confronté à un certain nombre de stéréotypes au cœur de son intimité, parce que finalement commencer une relation avec quelqu'un c'est intime, c'est pas croiser quelqu'un d'homophobe ou de biphobe dans la rue. Et puis quand on est bi, souvent, en tout cas il arrive qu'on le soit sur le tard parce que on est dans une société qui nous pousse naturellement vers l'hétérosexualité. Donc beaucoup de bisexuels vont faire un coming
coming out vers 20, 30, peut-être même 40, parfois 50 ans. Et donc, c'est aussi, quand on fait un coming out bi, prendre le risque de perdre en fait, ce système de support familial, amical qu'on a construit sur de longues années. Si par exemple tous vos amis sont hétéros et qu'à 35, 40, 50 ans vous dites en fait je suis queer, si ça se trouve vous prenez le risque de perdre des gens qui en fait sont homophobes et voilà. Pas la peine. Et qui, non mais j'allais dire, et tant mieux, en un sens il n'empêche que c'est extrêmement fragilisant. Non mais je plaisante bien sûr parce qu'il faut pouvoir comprendre aussi les peurs de chacun. Mais enfin quand même, il y a un peu plus d'ouverture d'esprit. Merci beaucoup Camille Test d'être venue dans le Grand JT embrasser la bisexualité aux éditions Les Renversantes. Merci à vous. Merci. Tout de suite on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. L'histoire des cheveux peut paraître anodine, écrivez-vous, elle ne l'est pas, les choses sont en train de changer. Il y a eu tout un moment où en fait... comment dire, c'était presque un handicap d'avoir des cheveux comme ça. Oui, il y a eu tout un moment où mes cheveux, les cheveux de mes cousines, ma sœur, etc., en fait, c'est même pas un handicap, c'était inexistant. Et considéré comme un problème. Donc, pour aller se coiffer, nous, on voulait faire des coiffures à la mode. On ne pouvait pas aller dans les salons de coiffure classiques. Après, il y a eu toute une organisation de femmes, notamment via les blogs, via Internet, qui ont commencé à expliquer comment est-ce qu'on peut se coiffer, comment... En fait, nos cheveux ont besoin d'humidité, donc de vapeau, et donc aussi d'huile, des soins. Mais tout ça, si vous voulez, quand on est petite, ça n'existe pas. Et c'est tout récent, puisque vous dites que c'est seulement depuis 2023 qu'il y a des centres de formation qui proposent d'obtenir le premier diplôme de coiffure pour cheveux dits texturés. Voilà. En 2023, on est en 2025, c'est quand même il n'y a pas longtemps. C'est ça, c'était il y a 2 ans. Après, justement, le travail de toutes ces femmes noires qui avaient des blogs, ça c'est vraiment hors des circuits et c'est comment Internet finalement leur a permis et nous a permis d'apprendre à nous en occuper et toutes ces femmes qui ont fait un travail là-dessus, je pense notamment à Fatou Black Booty Bag qui avait un blog et qui a permis de comprendre un peu la nature du cheveu, le texturer, enfin voilà, Aline Tacite aussi ou Djenaba Aou, enfin voilà, c'est beaucoup de femmes comme ça qui, moi, m'ont permis de comprendre comment m'occuper de mes cheveux et finalement comment les aimer parce qu'on a un rapport vraiment difficile au début avec nos cheveux. On les aime pas. C'est une complication permanente. On les transforme, on les défrise, on les brûle, on les crame. Vous parlez de ces JO de Paris 2024 comme d'un événement sportif mondial. Je pense que tout le monde s'accorde pour dire que ça a été une véritable réussite. En quoi parle-t-on aujourd'hui d'un héritage éducatif et citoyen durable? Est-ce qu'on peut en parler? Alors oui, on peut en parler de manière locale, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui ont œuvré avant les Jeux et pendant les Jeux pour que ces Jeux soient une réussite auprès de la jeunesse, auprès des écoles. Il y avait le label Génération 2024. Nous, sur Paris, on était à près de 40% d'établissements premier, second degré labellisés. D'accord. Donc, certes, ça, c'est une réussite déjà. C'est une vraie réussite. Ouais. Là, je parle vraiment que pour Paris, puisque c'est ce que je connais le mieux. On a réussi à créer du lien aussi bien avec la collectivité territoriale de manière très proche sur tout ce qui touche au sujet de la jeunesse, de l'EPS, du sport au sens large, avec des liens qui perdurent après les Jeux. Ça a obligé tout ce petit monde à bosser ensemble? À bosser ensemble, à se rencontrer de manière régulière. La ville de Paris, c'est une grosse machine. C'est comme si c'était une ville dans la ville, en fait. Chaque direction est comme un petit ministère, donc c'est très compliqué de travailler. Pas forcément compliqué lié au jour, mais du fait de l'importance, on va dire, de la ville. Donc ça c'est un vrai héritage parce qu'on continue aujourd'hui à construire des projets ensemble. Sur les grands événements, on a construit une méthode de travail qui permet d'accompagner les grands événements qui se passent à Paris avec les établissements scolaires. Donc on est une équipe, nous, de 3 personnes sur la mission qui travaillons vraiment sur, moi je ne fais pas que ça, mais qui travaillons vraiment sur la mise en place, sur l'accompagnement des grands événements d'un point de vue pédagogique, éducatif auprès des écoles. Et quand je dis école, c'est école, collège, lycée. On touche tous les publics en fonction des événements et des opportunités qu'on peut avoir. Alors Frédéric, je vous propose de débuter peut-être avec une petite présentation en quelques mots de la Fondation JAE et sur toutes ses missions. Eh bien oui, alors merci pour votre invitation déjà. La Fondation JAE, comme son nom l'indique, c'est Jeunesse, Avenir, Entreprise. Elle a été créée il y a plus d'une trentaine d'années par des chefs d'entreprise à Lyon qui avaient, je crois, dès le début senti le besoin de pouvoir venir en aide auprès des jeunes générations, notamment sur le champ de la découverte des métiers et de leur avenir professionnel. Alors, vous accompagnez des milliers de jeunes chaque année dans des contextes très différents. Alors, de ce que vous observez aujourd'hui sur le terrain, est-ce que les attentes des jeunes ont changé ces dernières années en matière d'orientation ?
Alors effectivement, nous développons une plateforme qui s'appelle Parcoureo qui permet à nos usagers, nos utilisateurs de pouvoir utiliser des ressources numériques qui les aident dans leur orientation professionnelle, dans leur avenir professionnel, voire même plus tard dans leur reconversion professionnelle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un effet post-Covid puisque les jeunes aujourd'hui recherchent du sens dans leur orientation. Et c'est un point qui me paraît très important puisque nos rédacteurs qui, au sein de la rédaction et au sein donc de la fondation édite les fiches, doivent travailler sur ce sujet-là. Comment donner du sens à sa vie, comment donner du sens à son métier. C'est ma sœur aînée que je choisis de raconter parce qu'elle a un tout autre rapport à l'école que le mien. Il me semblait important, au vu des chiffres aussi sur l'orientation scolaire, quand on arrive en 3e, des personnes issues des quartiers populaires, de revenir en fait sur son histoire à elle. L'histoire et sa trajectoire. Mais ça commence bien avant parce qu'elle est orientée en CLIS quand elle était à l'école primaire, ensuite en SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté quand elle est au collège. Et vous êtes certes sa petite sœur, elle est harcelée, elle est moquée. Alors j'allais dire de mille et une façons parce que déjà les élèves de SECPA en tant que tels, parfois c'est pas simple, mais également en raison de ses origines. Et vous dites je m'en veux de ne pas l'avoir vue à l'époque, je ne sais pas si j'aurais pu agir, mais au moins j'aurais pu la soutenir. Oui, parce que de faire le portrait, c'est une façon de lui dire je suis là malgré tout. Oui, et puis c'est une façon de comprendre, parce que moi, on n'en a jamais parlé de son rapport à l'école, et je découvre qu'en SECPA, alors dans le cadre de mon travail de journaliste, je fais plusieurs reportages, et il m'est arrivé une fois de faire un sujet dans un collège, où j'arrive et on me dit la cour des SECPA est par là. Et donc moi, je dis au prof, je comprends pas et tout, comment ça les SECPA ont une cour à part, c'est pas... Donc je m'étonne et je suis outrée. Et sauf que des années après, là, j'écris ce portrait et ma sœur me dit, en fait, nous, on avait notre cours à part. Et là, je me dis, ok, donc en fait, ma sœur a vécu quelque chose que je découvre tardivement, que tout le monde trouvait normal il y a quelques années encore. Et elle, c'était il y a une vingtaine d'années. Et ça n'a choqué personne. Et en fait, j'ai été choquée. Et oui, c'est une manière de lui dire, en fait... Et de dire aussi à tous ces élèves, vous avez votre place. Je crois que c'est un livre qui dit qu'on a notre place et qu'en fait, on ne va pas attendre qu'on nous la donne. On ne va pas s'excuser non plus d'être là et on va faire malgré les difficultés, mais aussi avec les joies. C'est aussi un livre qui raconte la joie. Vous avez mis au point le programme The Power of the Games. Oui. Qu'est-ce qui comprend ce programme? Juste pour faire les petites historiques rapides, comme je travaillais sur les jeux depuis 2016, en mai 2024, je me suis dit, mais en fait, en septembre, tout va s'arrêter. Et en fait, après 8 ans non-stop sur ça, je me suis dit j'allais un peu déprimée. Et donc, je me suis dit, il faut que j'invente un truc. Et donc, j'ai inventé ça. Et avec mes collègues qui étaient chargés de mission aussi, qui sont dans la mission avec moi, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelque chose d'un peu qualitatif. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose toujours de quantitatif, on met de la masse. Et là, on s'est dit, on va faire quelque chose de qualitatif. Donc, l'idée, c'est de de travailler avec une cité éducative particulière, donc celle du 18e dans Paris. En particulier avec un collège qui se trouve porte de Clignancourt. Donc, il y a un collège en éducation prioritaire REP+. Le collège Utrilio, c'est ça? Utrilio, exactement, qui est un collège dans un quartier plutôt difficile. On s'est dit... C'est votre collège témoin, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le collège avec qui on travaille et on teste ce programme. Donc là, on suit 12 collégiens, 6 filles, 6 garçons, pendant 4 ans. Pourquoi eux spécifiquement? Alors, on s'est dit qu'on voulait faire du qualitatif, et du coup de vraiment être sur du suivi, parce que souvent on propose des projets aux écoles, au collège, au lycée, sur 1 an, et puis après, ça s'arrête et puis on passe à autre chose. Et on se rend compte que les équipes éducatives, les enseignants, etc., ils n'ont pas forcément le temps, l'énergie ou les possibilités de vraiment travailler, d'approfondir. Et donc, au bout d'un an, on passe avec d'autres élèves et puis il n'y a pas un vrai impact. Et on s'est dit, si on part sur l'Olympiade 2024-2028, avec le lien entre Paris et Los Angeles qui a été créé dès la candidature, c'était une idée intéressante et donc de servir du sport au sens large comme un moyen d'émancipation pour ces jeunes-là qui... Mais eux ont été choisis, ces deux élèves, comment ils ont été choisis? Ils ont une appétence pour le sport? Alors, pas forcément. En fait, on a fait un appel à candidature à tous les élèves de 5e du collège l'année dernière. Alors, comment est-ce qu'on donne du sens à son métier, justement? Alors je crois que ça commence par déjà bien se connaître. Et pour bien se connaître, nous avons, avec notre équipe de chercheurs, développé des quiz qui permettent de pouvoir, aller au plus profond de soi-même, étudier et mieux se connaître, pour mieux se projeter. C'est déjà une première chose. Et puis après, je crois qu'il faut être en phase avec ce que l'on a envie de faire et ce que l'on peut faire. Et c'est tout l'intérêt des outils, je le crois, que nous développons au sein de la Fondation. Aujourd'hui, dans le système d'orientation classique, qu'est-ce qui manque selon vous, justement, pour pouvoir peut-être apprendre à mieux se connaître?
Alors, je pense que c'est évidemment une question qui est très anxiogène chez les jeunes et les familles. Comment se projeter dans son avenir? Quel métier choisir? Je pense que nous avons en France la chance d'avoir de multiples ressources qui permettent d'y arriver. J'ai la faiblesse de croire que celles que nous développons au sein de la Fondation permettent de pouvoir prendre le temps de se découvrir. Et puis, vous savez, il y a une loi qui a été votée qui s'appelle la loi de la formation tout au long de la vie. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un parcours qui permet de s'inscrire dans la durée, et on nous dit que tous les 4 ans ou tous les 7 ans, on peut être amené à changer de métier. Et c'est là, je pense, que se trouve aussi une des clés du succès, une des clés de l'épanouissement. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie, à la réalisation ce soir. C'est Angèle Jean-Girard, le son Héloïse Merlin. Au maquillage, Lola Ekenauer, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous et à demain. Ciao.